Nous reviendrons vers, Timothée plus tard, ce serait vraiment, heu, très bien de pouvoir l'écouter et je me demande si, je ne peux pas inviter Jennifer, à prendre la parole. Jennifer Hubbard à, faire ses remarques, d'introduction. Cela ne respecte pas le protocole, mais j'espère, que Hélène et Timothée va pouvoir nous rejoindre plus tard. J'invite donc un autre participant à faire des remarques d'introduction. Jennifer Hubbard est la présidente et la PDG de Polaire Canada et c'est elle que j'invite à faire quelques remarques d'introduction. Merci, Laura. Est-ce que vous m'entendez? Très bien, merci. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au webinaire d'aujourd'hui sur l'abondance et la migration du caribou. Je m'appelle Jennifer, je suis la présidente de Polaire Canada. Nous avons réalisé des travaux au sein de la station de recherche de l'extrême arctique. J'aurais beaucoup aimé vous la faire voir et puis donc vous parler de cette station de recherche aujourd'hui, mais ce n'est pas le cas car le temps était horrible. Et Polaire Canada a été établie en 2015. C'est une agence qui est chargée de faire progresser les connaissances sur l'Arctique canadien. Elle vient renforcer le leadership du Canadien en matière de technologie. Nous sommes une organisation basée sur la science et nous souhaitons développer les connaissances que nous avons sur le Nord canadien grâce aux technologies ainsi que grâce aux connaissances autochtones. Nous sommes une agence du gouvernement, nous avons un mandat, nous travaillons à travers des projets collaboratifs, nous rassemblons nos connaissances, nous les partageons et nous informons la prise de décision dans le Nord de par ces informations. Et le webinaire d'aujourd'hui est le résultat d'un co-développement, d'une co-création depuis que un atelier a eu lieu en mars 2020 au sein de la station de recherche de l'extrême arctique, le SCREA, qui se focalisait sur la perspective des détenteurs du savoir autochtone et des scientifiques qui ensemble se sont réunis pour parler de la science. En effet, il peut y avoir de grands impacts. Le changement climatique peut avoir un grand impact sur notre vie et sur les caribous. Les caribous revêtent un rôle important puisqu'ils fournissent de la nourriture ainsi que des vêtements aux communautés qui habitent à proximité. Nous avons réalisé donc cette évaluation collaborative. Le rapport va être publié dans quelques semaines. Aujourd'hui, nous allons discuter de thèmes complexes, peut-être très difficiles de les traiter. Le nord du Canada s'étale sur des milliers de kilomètres. Il y a de nombreux thèmes complexes et différents. Et nous avons des gens qui ont de l'expérience du terrain, ceux qui peuvent nous fournir de nombreuses informations, des informations qui, heu, qui sont dues à la technologie, mais il y a aussi le savoir indigène qui vient apporter, leur perspective et nous, souhaitons donc entendre la voix des communautés, autochtones. C'est essentiel pour notre stratégie. Je vous remercie, de votre présence aujourd'hui et j'espère que cette séance vous plaira. Merci beaucoup Jennifer, de ces informations, de contexte, de nous en avoir dit plus sur, le contexte dans lequel s'inscrit ce webinaire. Alors comme, l'a dit Jennifer, les, rapports sont le résultat d'un travail, collaboratif, qui a été effectué ces 6-8 derniers mois. La plupart de ce travail a été effectué en ligne pendant la pandémie. Et ce rapport s'articulait autour de questions qui ont été formulées au cours d'un atelier qui a eu lieu en mars 2020. Et ces questions
sont donc le résultat d'une longue réflexion. Et je pense qu'il est tout à fait logique que nous revenions aujourd'hui vers ces questions avec les détenteurs du savoir autochtone, avec l'un des auteurs du rapport qui a contribué au contenu du rapport sur les caribous. Ces gens souhaitent aujourd'hui combler le fossé, combler les lacunes au niveau des connaissances et créer des opportunités. Alors, ces questions vont créer d'autres questions, nous le savons, et vous, les participants, le public, mais aussi les intervenants, vous allez écouter notre discussion et nous vous invitons à nous poser vos questions, à les ajouter. N'hésitez pas à les taper dans la section questions-réponses. Et la diapo qui est à l'écran aujourd'hui vous montre le bouton questions et réponses qui est en bas de votre écran. Nous préférons que vous utilisiez cette fonction questions-réponses pour poser vos questions, mais vous pouvez également les taper dans le chat. Nous gardons un œil sur le chat pour voir vos questions et si nous n'arriverons pas à y répondre aujourd'hui, nous ferons une autre fois. Avant de commencer, j'invite les panélistes et les membres du public à faire 2 choses. Tout d'abord, je vous demanderai de faire en sorte d'être indulgent. Il y a des questions techniques qui ne sont pas toujours faciles. Aujourd'hui, c'est une discussion et non pas une présentation. Donc, il n'y aura pas de présentation PowerPoint. L'idée, c'est vraiment d'avoir la possibilité de réfléchir et d'échanger. Je vous invite également à faire preuve de curiosité. N'ayez pas peur. Posez vos questions dans le chat et dans la partie questions-réponses. J'ai ici Johnny Lenny. Johnny, est-ce que vous pourriez allumer votre micro et nous dire d'où vous nous appelez? Je m'appelle Johnny Lenny. Je viens du Nuvik, des territoires du Nord-Ouest. Je travaille sur les pêches, la récolte également des caribous. Voilà, merci. Merci à vous. Je donne maintenant la parole à Laurent. Merci d'activer votre micro et dites-nous d'où vous nous appelez. Bonjour, je m'appelle Laurent Krengayark de Naoya. Je suis chasseur et pêcheur. Merci. Merci à vous. Ningola, qui vous accompagne? Alors, nous allons allumer notre webcam. Juste un instant. Je vous remercie. Je m'appelle Akero. Je viens de Kimrout. Alors, je ne suis pas chasseuse, mais j'aime bien suivre lorsqu'il y a des sorties pêche. Je fais également la récolte. J'aime également sortir, traverser les territoires, accompagner les autres. Bonjour, je m'appelle Hakola Judia, je viens de Kimrout. Alors, j'ai participé à différentes sessions sur cette question. Alors, je ne suis pas chasseuse, mais je vais parler un petit peu de mon expérience. Je le ferai en tout cas aujourd'hui si c'est possible, s'il y a suffisamment de temps. Merci beaucoup. Je m'appelle Nimiola Felipe, je viens de Kimrout.
Et dès que j'ai la possibilité de sortir, d'aller sur les terres, je le fais. Merci, merci d'être avec nous et merci d'avoir réuni des personnes autour de vous. Eric? Eric est l'un des auteurs du papier sur les caribous. Il a également fait partie du groupe de travail. Bonjour Eric, merci. Laura, je m'appelle Eric Bangel. Je travaille à l'université Lakehead et j'étais membre du groupe de travail. Je représente, comme l'a dit Laura, un groupe de 13 auteurs qui ont travaillé ensemble et tous et toutes contribué au rapport sur les caribous. Merci beaucoup, Eric. Alors, je voulais répondre à une question déjà posée dans la fonction questions-réponses. Je pense que c'est un participant qui l'a posée. Alors, en fait, nous utilisons Zoom webinaire aujourd'hui. C'est un petit peu différent de Zoom réunion, ce qui signifie que vous n'avez pas vraiment la possibilité d'activer votre webcam ou votre micro. En fait, vous pouvez uniquement écouter. Mais merci d'avoir posé la question, car je pense que d'autres personnes se la sont posées également. Alors, nous allons maintenant passer à une petite session de table ronde, questions-réponses. En tant que modératrice, je vais poser des questions et distribuer les réponses. Et l'idée, c'est d'avoir une discussion. Alors, il y aura peut-être des temps morts, le temps que les gens activent ou désactivent leur micro, il n'y a aucun problème. Alors, la première question est la suivante. Alors, tout d'abord, le rapport du groupe de travail sur les caribous se concentre sur 4 troupeaux: Porcupine, George, Bathurst et Kamaniorwak. Alors, qu'avez-vous observé sur les populations de caribous de ces 4 troupeaux par rapport également à d'autres troupeaux? Laurent, est-ce que vous souhaitez nous faire part un petit peu de vos observations quant à ces troupeaux de caribous? Alors, oui, nous avons des troupeaux de caribous qui évoluent d'une année sur l'autre, mais nous n'en avons pas autant que l'année dernière. L'année dernière, il y en avait beaucoup plus et cette année, il n'y en a pas beaucoup, aussi bien à l'est qu'à l'ouest. Alors, nous chassons plutôt vers Chester, à l'est. Normalement, il y en a toute l'année. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Merci. Merci, dit Laura. Quelqu'un d'autre? Qu'avez-vous observé? Qu'est-ce que vos communautés ont observé au sujet de ces populations de caribous? Alors, je veux bien répondre à cette question. C'est It's Me de Kim Ruth. Alors, depuis quelque temps, ce qu'on entend, c'est que le troupeau est en train de se reconstituer. De plus en plus de gens constatent qu'il y a de plus en plus de caribous. En tout cas, par rapport à avant. Par exemple, lorsqu'on est allé pêcher, eh bien, il y a des gens qui
disait que peut-être que certains caribous mouraient parce qu'il faisait trop froid ou peut-être qu'ils sont morts de faim. Je ne sais plus en quelle année c'était, peut-être, 1990 quelque chose, dans les années 90. Mais en tout cas, il semblerait que les troupeaux de caribous soient en train de se reconstituer. Les chiffres sont en train d'augmenter. Voilà, je vais m'arrêter là. En tout cas, c'est mon observation personnelle et sur la base de ce que j'ai entendu. Merci. Et là, c'est Nyungyala qui vous parle. Alors, au sein de ma communauté, je me joins aux chasses, dès que j'en ai la possibilité. Ce que j'ai remarqué, moi aussi, c'est qu'il y a une augmentation du nombre, d'individus dans les troupeaux. Avant, les troupeaux étaient moins nombreux, mais là, on voit que les troupeaux sont plus importants et les chiffres semblent plus stables. On aperçoit ces troupeaux à différents endroits. Merci. Merci. Éric, j'ai lu dans le rapport et j'ai trouvé ça très intéressant que l'augmentation et la diminution, démographique, des, troupeaux, de caribous pouvaient, se faire sur, une durée de vie, sur plusieurs décennies. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu? Nous parler un petit peu, justement, de l'évolution, démographique, de ces populations de caribous? Oui, en fait, notre, rapport se concentre sur 4 troupeaux, donc Porcupine, River George, Bathurst et Kamadirjuak. Alors parce qu'ils sont bien, dispersés, dans tout, le nord, mais, on s'est intéressé également à différents, stades de population. Porcupine accuse une augmentation importante pour, Bathurst et Rivière-Georges d'après les derniers inventaires et dénombrements. Il y avait, une, baisse du nombre d'individus, quant au Kamaniržouak, ce troupeau, est vraiment l'un des chiffres les plus bas et en fait, ces populations, elles suivent des cycles démographiques et ils peuvent être assez longs. Ça peut, durer une trentaine d'années, voire 60 ans, pour, les, troupeaux Kamaniržouak et Bathurst et en fait, d'un point de vue scientifique, ça peut correspondre à toute une, carrière, ou toute une vie humaine et donc il y a différentes, perspectives à avoir à court terme pour voir un petit peu les tendances d'abondance, mais également à long terme pour voir l'évolution démographique. Merci beaucoup. Johnny? Peut-être que vous, pourriez nous parler un petit peu, des, causes sous-jacentes, de ce déclin démographique. Quelles sont les causes sous-jacentes et les facteurs de stress qui engendrent une, diminution démographique? Est-ce que vous pouvez m'entendre? Il y a eu beaucoup de prédation dans notre région avec des ours et des loups, mais la principale cause, c'est tout simplement le climat, la météo. Alors, je ne suis pas sûre à 100%. De par le passé, il y avait beaucoup de chasse, notamment, au niveau du Blue Note et et nous, donc les caribous se sont éloignés de la communauté. Nous avons dû aller plus loin pour les chercher. Il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte.
Et je pense que les troupeaux vont maintenir leur population à condition que la chasse se limite aux autochtones. Et les populations grandissent, il y a beaucoup plus de gens qui s'impliquent. Pour ce qui est de la consommation, nous la réduisons toujours plus. Par exemple, là où j'ai grandi, ma famille, chassait le caribou chaque saison dans toutes les régions où se trouvaient les caribous. On était à proximité de 2 troupeaux, c'était une chance. Par conséquent, on chassait quelques caribous au printemps. Cela nous, permettait de durer jusqu'à, l'automne, puis nous chassions, quelques autres caribous. Nous en avions donc, pour l'hiver. Cela, venait, renouveler notre stock de viande et c'était bien d'être à côté, de ces 2 troupeaux. Il y avait par exemple le troupeau de la porcupine et ce qui était très intéressant, on trouvait des caribous. On allait sur la côte, on se rassemblait là-bas, on voyait beaucoup de caribous et les caribous, peuvent aussi traverser l'autoroute alors qu'il y a des camions et ils s'en fichent de la chasse, des routes. Ils continuent à migrer et vous savez, les caribous, on les retrouve sur de vastes étendues. Ils couvrent une grande partie du territoire, le Yukon et les autres également. Et donc vous parliez de récolte, n'est-ce pas? Il y a de plus en plus de gens dans ces régions et ils ont un grand impact et dans votre tableau, comme vous voyez, il y a beaucoup de facteurs qui viennent influer, sur la population de caribous. Alors, la recherche nous fournit des informations, c'est très utile, mais il y a des gens qui sont préoccupés et qui se disent qu'il y a trop de recherches, beaucoup trop d'informations. Alors, j'imagine que plusieurs, d'entre vous, heu connaissent les caribous et vous savez, lorsque j'étais plus jeune, j'ai travaillé avec des biologistes et vous savez quoi? Aujourd'hui, on chasse les caribous avec depuis un hélicoptère, heu et ça, vous savez, les caribous, alors on le fait en hiver parce que ça a beaucoup moins d'impact, il y a, de la neige, mais cela reste ce que c'est ce que c'est de chasser le caribou en hélicoptère et cela, ça peut vraiment, nuire aux populations, de caribous. Mais de manière plus, générale, la mortalité alors je ne sais pas si ma contribution vous a vraiment aidé. Merci. C'est, donc, très intéressant, votre expérience avec, la coloration, des caribous et il semblerait donc que la recherche dépend de ce processus de coloration, de collier émetteur plutôt et quel est l'impact de ces colliers traceurs sur les caribous? Comme l'a dit, Johnny, il y a la récolte,
Il y a la chasse, il y a beaucoup de facteurs qui vont influencer la population des caribous et leur abondance. Mais selon moi, il y a un facteur qui est très important, c'est la végétation et l'accès à la végétation. Et pour ce qui est, des, troupeaux, ils sont soumis à des cycles, il y a des cycles de déclin et cela, je pense que c'est dû à la reconstitution de la végétation. La population grandit, elle va avoir donc un impact sur l'air, sur l'habitat des caribous. Il va y avoir du surpâturage, les caribous vont piétiner la végétation. Et puis, il y a aussi d'autres facteurs qui sont propres aux aires de répartition, à l'habitat des caribous. Les caribous, la reconstitution des habitats prend du temps et je pense que c'est durant ces périodes-là que le troupeau décline et on le voit dans certaines régions. euh, Durant ces périodes, les caribous deviennent plus vulnérables aux perturbations et aux menaces et c'est à ce moment-là que la récolte peut avoir un impact majeur. Il peut y avoir également des hivers qui sont plus rudes, des épisodes de verglas, de pluie verglaçante. Mais, selon moi, la végétation et l'accès à la végétation a un fort impact sur la dynamique, du troupeau. Une fois que la végétation recommence à se constituer ou plutôt se reconstitue, les populations grandissent. On doit également tenir compte d'autres, facteurs, de stress, la prédation, le changement climatique, qui peuvent avoir donc un impact sur les populations lorsqu'elles sont, limitées et lorsqu'elles sont peu nombreuses. Je me demandais si d'autres participants souhaitaient commenter, les dires de Johnny, c'est-à-dire, l'impact de la chasse, des traceurs, des colliers traceurs, ou sur d'autres impacts sur la population des caribous. Laurent, à vous. Je vis, ici depuis toujours. Lorsque j'étais enfant, il n'y avait pas de caribous par ici. On devait partir pour chasser les caribous. Depuis les années 70, des, troupeaux se sont rapprochés. Ils, arrivaient en automne et depuis les années 70, on voit des caribous autour de ma ville. Il y a 5 ans, les chasseurs ont commencé à chasser davantage de caribous pour les vendre à la communauté. Il ne me semble pas que le troupeau ait vraiment changé, en tout cas jusqu'à cette année. Comme je l'ai dit, il n'y avait jamais eu vraiment beaucoup de caribous, du côté est, de notre côté. Mais ça mais aujourd'hui, on les chasse pour en tirer de la nourriture au sein de tes communautés du Nord. Je ne sais pas si cela a un impact sur le troupeau,
mais il y a mais oui, on voit des caribous et les caribous, la viande de caribou est vendue. Je ne sais pas si ça peut avoir un effet, sur, la population. Merci. J'ai jeté un œil à la section questions-réponses et je vois que quelqu'un dit: «Je ne vis pas depuis très, longtemps, mais selon nos tendances, il faut 60 à 70 ans pour». Alors, cela repose sur des savoirs qui sont donc transmis à l'oral. Le chêne a besoin de 40 ans plus pour, pousser. Une fois qu'il y en a plus, eh bien, il faut beaucoup de temps pour qu'il se reconstitue et les incendies de forêt, ont un fort impact sur ces tendances. Bonjour, lors ce que j'observais, c'est que lorsque j'étais, plus jeune, mmh, aujourd'hui, nous vivons dans une communauté. En 1979, nous avons rejoint cette communauté. Mon frère était colocté et il, voulait, rester sur les terres d'hiver. Son nom, c'est Unuktua. C'est à 30 milles de, Kin de route et nous avions un camp là-bas et vous savez, à l'époque, là-bas, il n'y avait vraiment aucun caribou. Mon père, n'allait chasser qu'en été et il les attrapait depuis son bateau. Il devait donc, se déplacer, voyager pour arriver jusqu'à la terre des caribous. Il partait chasser sur, d'autres territoires et depuis qu'il est mort en 1981, disons que vers 1986, les terres sur lesquelles il a grandi, alors moi j'étais là, j'étais enfant, les terres s'appelaient Kiurtuaq et ce que je peux vous dire, c'est que maintenant il y a des caribous là-bas. Il y a, des caribous là-bas ces derniers temps et j'en ai vu cette année et j'ai l'impression qu'il y a, plus de caribous, aujourd'hui alors que lorsque j'étais enfant, il n'y en avait pas. Et j'étais très contente lorsque j'apprenais que quelqu'un avait attrapé un caribou dans cette zone. Je sentais que le la viande avait une saveur différente et j'étais très heureuse de pouvoir goûter les caribous de cette région et j'étais très heureuse, parce que c'était avant, la fin de la chasse, au caribou, mais désormais, la viande de caribou a toujours, la même saveur, mais ça fait tellement longtemps que je n'en ai pas goûté. Alors pour ce qui est des colliers traceurs, je dirais qu'il n'y en a peut-être pas, autant qu'avant.
Je sais que des caribous ont, perdu leur fourrure, qu'ils avaient des blessures autour du cou. Ce programme est dirigé par le gouvernement. D'ailleurs, je vous en ai parlé. Donc je vous ai parlé, du pays de mon père, des terres de mon père qui n'avaient pas de caribous, mais qui en ont désormais. Merci. Et je voulais acheter du caribou. C'était mon dernier commentaire. Merci. C'est intéressant ce que vous dites. Vous avez parlé du goût de la viande de caribou, du fait que vous nourrissiez à base de caribou. Et en fait, la question que j'allais poser, justement, c'est l'importance des caribous pour la santé et l'économie des habitants du Nord. Timothy, est-ce que vous pourriez répondre, s'il vous plaît, si votre audio le permet? Sinon, en tout cas, on fera en sorte que vous puissiez vous exprimer demain. Donc, au sujet des caribous, l'importance des caribous pour la santé et l'économie des habitants du Nord. Une part- Alors, une participante du Kimrout souhaiterait répondre à cette question. Alors, il y en a ici qui n'ont pas mangé de caribou depuis très longtemps. Maintenant, il y a un système de quotas et on respecte les règles, donc on ne peut pas chasser. À partir du mois d'août, il y a la possibilité de récolter dans notre communauté. Donc, nous, on a pu récolter 25 individus et on ne peut le faire qu'en été. Alors, pour moi, c'est vraiment très important. C'est vraiment important de pouvoir consommer cette viande parce que ça fait partie de notre culture. On essaye de partager de manière équitable, d'en partager avec le plus de gens possible lorsque quelqu'un arrive à prendre une prise, même si on en a un tout petit peu, même si ce ne sont pas des proches de la famille, on partage pour que tout le monde puisse se rappeler le goût de la viande de caribou et ça leur rappelle des souvenirs de quand ils étaient petits, quand ils étaient adolescents, d'une époque où c'était vraiment un mode de vie et c'était un mode de vie très différent de celui qui est le nôtre aujourd'hui. Donc, c'est important pour nous de pouvoir partager cette viande de caribou. Et puis, c'est important pour les Inuits parce que c'est un mets gastronomique, traditionnel. Alors, on veut faire en sorte que nos enfants puissent, connaître notre gastronomie traditionnelle et donc, on essaye de faire, goûter cette viande à nos enfants. C'est vraiment un aspect très important de notre vie au quotidien et pour les Inuits, c'est vraiment vital. C'est vital qu'on puisse, prélever notre nourriture, de la terre ou de l'océan. C'est fondamental qu'on puisse être autosuffisant et être en bonne santé. C'est vraiment fondamental. C'est fondamental de pouvoir, compter le caribou, dans notre régime alimentaire. Merci. Merci à vous. Johnny, si vous êtes toujours là, qu'en pensez-vous? Que pensez-vous de l'importance des caribous pour la santé et l'économie des communautés du Nord?
Le caribou est très important pour la santé des Inuits. C'est un aliment de base pour les habitants du Nord. Il y a des chasseurs, des trappeurs et chaque année, les chasseurs, les trappeurs, ils essayent d'attraper, quelques caribous pour pouvoir, nourrir leur famille et partager avec, les autres. On partage la viande de caribou. Alors, il y a une forte influence du sud et en fait, on ne récolte plus forcément comme avant. Les gens n'ont pas forcément toujours accès à cette viande. Alors, les organisations de chasseurs, de trappeurs, elles organisent des chasses communautaires. Alors moi, je suis pas du tout d'accord avec ça parce que ça n'a rien à voir avec, notre culture traditionnelle. Pour moi, dans les chasses communautaires, en fait, les chasseurs sont payés et ensuite, la viande, elle est partagée au sein de la communauté, mais ça enlève un peu l'aspect traditionnel de la chasse. Parce que là, les chasseurs sont payés pour chasser et en fait, ça revient à vendre de la viande de caribou. Mais normalement, la viande de caribou, elle est donnée, elle est offerte et puis, évidemment, le chasseur, il faut qu'il paye, ses charges, mais bon, nous avons peu de droits de récolte sur, le troupeau, local, le troupeau de Blue Nose et moi, je suis chasseur. Au total, il y a 800 bénéficiaires, mais il n'y a, que quelques prises que nous pouvons, diviser en quelques, dizaines de chasseurs au sein de ma communauté. Mais oui, la viande de caribou, c'est un aliment de base. Le coût, en fait, c'est inestimable le prix de la viande de caribou par rapport à la viande de bœuf, par exemple. On va pouvoir, tenir tout l'hiver avec un caribou. C'est vraiment important dans notre culture, dans notre alimentation. Alors, oui, j'ai un travail comme tout le monde, mais on a besoin de notre alimentation traditionnelle. Merci beaucoup. Laurent, que pensez-vous de ce qu'a dit Johnny, notamment en ce qui concerne les chasses communautaires? Je suis d'accord avec ce qu'a dit Johnny. Alors, l'interprète s'excuse, le son de Laurent vient de s'éteindre. Son micro est éteint. Est-ce que vous m'entendez? Dit Laurent. Oui. Alors, chez nous, l'organisation de chasseurs et de trappeurs, effectivement,
Elle désigne des chasseurs et des trappeurs qui sont payés pour ensuite répartir la viande, la distribuer au sein de la communauté. Il y a des gens qui n'ont pas trop les moyens de se payer de la viande, qui ne chassent pas, et donc cela permet d'aider ces personnes. Moi, je pense que c'est très bien parce que acheter de la viande, c'est très cher. Et en la nourriture, industrielle, la nourriture, transformée, je trouve que ça n'est pas bon. Il y a des gens même qui essayent, de se procurer de la viande de caribou sur les réseaux sociaux, via Facebook, parce qu'ils ne vivent pas dans une famille où il y a des chasseurs ou des gens qui peuvent se procurer de la viande de caribou. Donc voilà, moi je pense que ce type de programme, ça peut bien fonctionner. Ça peut éviter, heu, de se tourner vers, l'alimentation transformée, vers, la viande industrielle. Voilà, merci. Merci Laurent. Eric, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose? Quelqu'un d'autre avant Eric? Alors, quelle est la meilleure période de l'année, heu, pour que la viande soit la meilleure possible? Alors, ce n'est pas la même chose s'il s'agit d'un mâle, d'une femelle ou d'un faon. Je me rappelle avoir mangé un caribou mâle juste après la prise, et ce caribou mâle, en général, les Inuits, chassaient les caribous mâles pour se fabriquer des matelas, pour se vêtir. C'est la raison pour laquelle on chassait des caribous mâles. Pour ce qui est des caribous, des jeunes caribous, ils sont délicieux et puis ils sont parfaits pour, se vêtir, se nourrir. Le mieux, c'est en hiver. C'est là que la viande de caribou est la meilleure. Voilà, parce que quelqu'un a posé une question sur, quelle est la meilleure période de l'année pour consommer la viande de caribou? Voilà, merci. Merci, dit Laura. Alors, je me permets de lire un commentaire par l'un des participants. Peter et Johnny, je suis d'accord avec vous. Lorsque les gens ne peuvent pas chasser parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter de l'équipement de chasse, eh bien, cela revient à une perte des traditions. Par ailleurs, il y a des personnes qui ont demandé le lien vers le rapport. Alors, le rapport sur les caribous et les autres rapports de cette série de webinaires, ils vont être publiés au printemps. Vous pourrez consulter le site de Polaire. Il y aura des annonces également sur les réseaux sociaux si vous nous suivez et vous pourrez trouver donc les publications là-bas. Alors, je souhaitais également poser la dernière question pour la session d'aujourd'hui. Alors, je pense qu'il y a des questions en lien avec les caribous qui intéressent les scientifiques, mais également les communautés autochtones. Alors,
Eric, en tant que chercheur, en tant qu'auteur du rapport, quelles sont ces thématiques qui peuvent être intéressantes pour ces différentes parties prenantes et qui pourraient mener à d'autres travaux de recherche? Merci pour cette question. Alors, beaucoup de sujets de recherche sont complexes, sont étroitement liés les uns aux autres et en fait, les choses évoluent de manière très rapide aujourd'hui, beaucoup plus rapide qu'avant. En tout cas, il y a un domaine sur lequel on peut travailler, notamment le changement climatique et ses impacts sur les populations de caribous, comment les caribous s'adaptent au changement climatique, euh, à l'évolution des conditions de pluie, de glace, l'évolution de la végétation. Beaucoup de modifications de l'abondance des caribous, sont liées à des modifications de végétation. Donc, l'évolution de la végétation en fonction du changement climatique peut être un point de départ intéressant, pour des travaux conjoints entre des scientifiques et des communautés autochtones. Eric expliquer que, l'une des questions qui pourrait faire l'objet d'un projet de recherche très intéressant à la fois pour les communautés du Nord, heu, pour les communautés autochtones et les scientifiques, c'est l'évolution de la végétation et comment cela est lié au changement climatique, heu, voir les impacts du changement climatique sur les populations de caribous. Heu, Qu'en pensez-vous? Est-ce que ça serait intéressant pour les communautés autochtones ou selon vous, quelles sont les priorités de recherche? N'hésitez pas à allumer votre micro et à prendre la parole. Éric, je repense à ce que vous avez dit sur la végétation. Il y a une image qui va être incluse, dans le rapport, qui parle donc, une image du lichen. Est-ce que, quelqu'un, souhaiterait peut-être faire quelques commentaires, sur le lichen, sur la façon dont c'est en train de changer et sur l'impact, que ça aura sur les caribous? Laurent, à vous? Je ne sais rien sur le lichen. Je le vois tout le temps, mais je ne sais pas si il y a eu des changements à cause du changement climatique. Non, je ne vois vraiment pas, aucune différence, par rapport à quand j'étais enfant. Ningola, je pense que quelqu'un souhaitait prendre la parole dans votre groupe. Est-ce qu'il y a d'autres types, de végétation qui a changé et qui pourrait avoir donc avec des changements qui peuvent avoir un impact sur les caribous? Ningola, nous ne vous entendons pas. Heu, je m'excuse, je pensais que quelqu'un souhaitait parler peut-être des possibilités de recherche, des modifications de la végétation, de l'impact du changement climatique sur la végétation et sur les populations de caribous.
Timothée, êtes-vous là? No. Okay. Y a-t-il d'autres personnes qui souhaiteraient commenter? Que pensez-vous, selon vous, quelles doivent être les priorités de recherche? J'ai une question. Oui, allez-y. L'interprète s'excuse. Plusieurs voix se superposent et c'est incompréhensible. Pendant quelques secondes, j'ai cru que le Timothée avait résolu ses problèmes de connexion. Y a-t-il d'autres commentaires? Can you continue for some of it? And the one I miss, I would like to go to the committees. Okay. Merci. Joanie, que pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Quelles doivent être les priorités pour la recherche? À vous, Cloud River. Il y a une réunion ce soir. L'interprète s'excuse, la connexion, le son est très mauvais. Si le comité discute de la recherche sur les caribous, vous pourriez peut-être envoyer ces conclusions à Madeleine. Comme ça, nous pourrions avoir accès. En tout cas, ce serait vraiment parfait. Vous parlez de recherche. Vous avez parlé de l'impact de la recherche, de l'impact qu'il y a sur les caribous qui vont migrer jusqu'à la limite de la forêt, généralement pour y passer l'hiver. Surtout, c'est surtout vrai pour le Blue Nose, les Blue Nose. Et cet automne, je me suis rendue à la limite de la forêt plusieurs fois et il y a beaucoup de caribous. Il y avait beaucoup de caribous là-bas. Mais vers la fin décembre, lorsque j'y suis retournée, et ils avaient commencé à se déplacer et j'y suis retournée un petit peu plus tard, ils étaient tous partis. Et j'ai donc noté un petit peu ce qui s'est passé en décembre. Il y a eu beaucoup de neige, ce qui est anormal. Par exemple, il y avait 6 pouces de neige en décembre. Ça a pas l'air, ça a l'air de peu, mais lorsqu'on est à la limite de la forêt et avec le vent du nord, notamment en décembre, et la neige se retrouve à la limite de la forêt parce qu'il y a le vent qui
qui souffle beaucoup, qui enlève la neige. Et donc, les caribous, eux, ils vont à l'orée de la forêt. C'est là qu'ils restent, alors que normalement, ils restent parmi les arbres en décembre. Mais cette année, ils sont partis beaucoup plus tôt, quelques mois plus tôt. Je pense que c'est pour eux une technique de survie. Et puis après tout, ça fait des millénaires qu'ils sont là. Ils datent de l'ère de pierre, de l'âge de pierre. Mais je pense que nous pourrions faire quelques recherches afin de déterminer quelles sont les conditions de vie dans le territoire, parce que ces mouvements sont liés au changement climatique. Parce que si on fait une comparaison avec les autres années, en décembre, il y avait, dans les autres années, il y avait à peu près 3 pouces de neige sur le sol. Et cette année, il y en avait 6, c'est-à-dire le double. Voilà, merci. Nous avons quelques questions qui ont été posées dans la catégorie questions-réponses. Voici la première question. Y a-t-il des commentaires sur les activités des bateaux qui peuvent avoir un impact sur la glace, le mouvement des caribous ainsi que leur santé? À vous, Laurent. J'ai oublié de vous dire qu'il y a il y a des caribous qui ont migré à proximité de notre ville. Nous savons aussi qu'il y a des caribous qui se déplacent vers l'est. Et certains caribous vont au nord ou à l'est, enfin au nord-est. Mais ça, c'était avant. Maintenant, on ne les voit plus parce que la baie que nous avions s'est transformée en une étendue d'eau sans limite. Et en général, les caribous allaient plutôt à l'est, 20 000 plus bas, mais cet espace aujourd'hui est recouvert d'eau, donc il n'y a plus de caribous qui viennent se promener là-bas. Ils vont plutôt vers le nord désormais. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup. Je me demande s'il y a des gens qui peuvent parler du troupeau de la rivière Georges. C'est une autre question du public. Oui, je peux faire je peux vous ajouter quelques éléments sur ce troupeau. C'était l'un des troupeaux centraux du rapport. Et c'est un troupeau qui est peu nombreux. Il y a environ 8000 têtes. Et à l'époque, il y a longtemps, ils étaient 800 000. Il y avait 800 000 caribous dans ce troupeau. Et je pense ils étaient 5500 selon les dernières estimations. Il y a eu quand même une reprise dernièrement. Et ce qui est intéressant dans le rapport, c'est qu'au début des années 2000, certains des coéliers traceurs avaient donc recueilli des informations dans
à côté de 2 rivières, donc la rivière aux Feuilles et la rivière Georges. Les caribous allaient d'une rivière à l'autre et cette tendance a disparu. En tout cas, on n'a pas vu de tels mouvements, cette dernière décennie. Alors, vous avez parlé de domaine de recherche et selon moi, un domaine de recherche intéressant, ce serait, d'étudier la reconstitution des troupeaux. Est-ce que, les troupeaux, sur, la rivière Georges sont en train de se reconstituer? Est-ce qu'il y a une immigration, l'arrivée de membres du troupeau de la rivière aux Feuilles? Est-ce que ces troupeaux sont restés séparés et restent sur leur territoire respectif? Je pense que ce domaine, de recherche serait, plutôt intéressant pour, la rivière, Georges, mais aussi pour les autres troupeaux. Merci. Une dernière question à vous poser de la part de Mathilde. Je me demande ce que pensent les intervenants de l'impact des oies sur la végétation et l'impact par ricochet sur les caribous. Est-ce que c'est une source de préoccupation pour les membres de la communauté? Voilà, n'hésitez pas à répondre. Pourriez-vous répéter la question, s'il vous plaît? Pourriez-vous la reformuler un petit peu plus simplement, s'il vous plaît? Pour simplifier la question, pour que l'une de nos intervenantes puisse répondre. Merci. Alors, quel est l'impact des oies sur la végétation? La végétation, justement, que consomment les caribous. Alors, je pense qu'il faut que les caribous et les oies aient leurs propres ressources alimentaires. Je pense qu'ils ne sont pas en concurrence les uns avec les autres pour la nourriture. En revanche, voilà, l'idée là, c'est essayer de recueillir des savoirs autochtones, des savoirs inuits, mais parfois les savoirs inuits entrent en contradiction avec les savoirs scientifiques. Et les savoirs autochtones ont tendance à être vus comme inférieurs aux savoirs scientifiques, à ne pas être placés sur le même niveau. Merci. Si je puis rebondir sur cette intervention, dit Johnny. Effectivement, dans notre région, je ne pense pas que ce soit un problème. Il y a beaucoup de végétation au printemps, il y a beaucoup à manger. Les vols, d'oies, ne sont pas forcément au même endroit, que là où pâturent les troupeaux de caribous. Merci, dit Laura. Alors j'allais proposer
à l'aîné Timothy de prononcer quelques mots de clôture. Malheureusement, en raison des problèmes audio, il est impossible d'entendre Eva ou Timothy. Alors, peut-être que l'une des dames qui accompagne Ningola pourrait prononcer quelques mots pour clôturer la discussion d'aujourd'hui et ensuite nous terminerons ce webinaire. Alors, Akiru, c'est Akiru qui parle et qui va s'exprimer en Inuktitut. En tant qu'être humain, nous ne pouvons pas agir seuls. Nous dépendons de notre Seigneur. Nous J'espère que pendant cette heure qui s'est écoulée, nous avons pu répondre aux questions qui ont été posées. Je suis heureuse que l'on ait pu participer librement. Je prie pour les personnes qui habitent dans d'autres régions du monde. Je prie pour les personnes qui ont participé à la session d'aujourd'hui. J'espère que nous allons nous comprendre, que nous comprenons nos pensées respectives, que nous allons pouvoir avancer ensemble sans nous nuire les uns les autres. Je demandais et je remercie également le Seigneur de nous avoir donné de la nourriture en abondance. Nous allons continuer à respecter cette nourriture que le Seigneur nous a donnée et nous ferons en sorte de la conserver et de conserver cette magnifique planète. J'espère que nous pourrons continuer à vivre dans cette abondance dans laquelle nous avons vécu pendant toutes ces années. Je suis reconnaissante à notre Seigneur de nous avoir accordé tout cela. Bénis soient nos foyers, que nos foyers, que nos proches vivent en paix. Merci Seigneur de prendre soin de nous, de veiller à notre sécurité et de nous accompagner. Merci de nous avoir accompagnés dans cette session. Merci également à toutes les personnes qui ont contribué à cette session. Merci aux interprètes qui ont contribué à permettre la discussion dans différentes langues et merci à toutes les personnes ici présentes. Amen. Merci beaucoup pour ces quelques mots et sur ce, je déclare ce webinaire clos. J'espère que vous pourrez nous rejoindre demain pour le webinaire sur le changement climatique. Si vous n'en avez pas encore fait votre inscription, n'hésitez pas à le faire sur le site Eventbrite.